Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Parole de créateurs face à l'urgence écologique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais faire juste une petite introduction. Donc, cette série de conversations réunit à chaque fois des artistes et des scientifiques ou chercheurs pour faire la lumière sur les temps incertains dans lesquels nous vivons. Moi, je m'appelle Stefano Vendramine, je suis commissaire d'exposition dédié à l'environnemental à travers l'association Strata, mais également et surtout responsable du programme Parole de créateurs face à l'urgence écologique de la Fondation Tali. La Fondation Tali, fondée par Nathalie Gouillot, est un lieu pluridisciplinaire engagé sur 3 axes qui sont la mise en lumière des arts et crafts, la place des artistes femmes et la transition écologique. En ce moment, vous pouvez voir derrière moi l'exposition de Sowers, l'Essaimeur, qui est exposée jusqu'au 5 décembre. Et je tiens aussi à remercier Nathalie Gouillot d'avoir organisé cette rencontre et de m'avoir donné l'opportunité de l'animer. Donc, je suis très content. Le format de conversation Parole de créateurs est né l'année dernière pendant le Covid, grâce à son engagement et d'une intention d'adresser le message de la transition écologique dans le monde de l'art contemporain. Nous croyons vivement que nous avons besoin, plus que jamais, d'entendre la parole des créateurs qui nous entourent, ceux qui peuvent nous aider à concevoir et construire des nouvelles manières d'être au monde. Et vous verrez ça ce soir. Ce soir, nous accueillons la deuxième rencontre de parole de créateurs qui sera sur la thématique du design du soin ou design with care. Et cette série continuera à accueillir des invités encore en 2021 et aussi en 2022. Par exemple, une rencontre prévue déjà le 16 décembre, je vous invite à noter, à Bruxelles, ce sera avec Cyril Dion, avec une projection de son nouveau documentaire Animal que la Fondation a soutenu. Et il y aura d'ailleurs des invitations à gagner pour ceux qui écrivent à l'adresse animal@fondationtali.org. Et aussi, on a un livre qui est prévu début de l'année prochaine qui retranscrive plusieurs de ces échanges. Donc, je vous invite à regarder nos newsletters, nous suivre pour savoir plus sur ces actualités-là. Pour rappel, cette conversation est diffusée en direct sur notre site internet, notre page Facebook, et n'hésitez pas à réfléchir à des questions que vous aurez l'opportunité à poser pendant la conférence, notamment dans les dernières 15 minutes de cette conférence qui durera à peu près 1 heure. Donc maintenant, je vais présenter les 2 intervenants d'aujourd'hui. Antoine Fenolio, Louis Géraud, un grand merci à vous d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Antoine Fenolio, moi je prononce à l'italienne, désolé, mais j'ai entendu aussi Fenoglio. Fenolio, c'est très bien, je préfère. Fenolio, parfait. Donc, vous êtes designer. Vous avez cofondé en 1997 avec Frédéric Lecourt le studio de design Les Sismos, qui est basé à Paris et en Creuse. Donc, vous allez aussi nous parler de votre projet récemment là-bas. Donc, Sismo, qui veut dire secousse en grec, qui est assez intéressant déjà. Dans votre pratique de designer, vous articulez l'ensemble des compétences nécessaires à la création, l'expérimentation et la réalisation des projets humanistes qui prennent soin des individus, des piliers de la démocratie et des milieux naturels. Vous avez également co-créé avec la philosophe Cynthia Fleury le programme Design with Care au Conservatoire national des arts et métiers pour explorer les rapprochements entre philosophie, éthique et design et mener des actions pour penser et faire face aux grands changements contemporains. À ce titre, vous avez assuré ensemble le commissariat de la maison POC. Je pense que vous allez aussi nous expliquer ce que ça veut dire. Le POC Prendre soin à Lille, qui était capitale mondiale du design en 2020. Et ce fut un appel à l'expérimentation aux entreprises, collectivités, associations, universités et lieux culturels pour travailler, tester, expérimenter avec des designers autour des vulnérabilités des individus et des environnements qui aboutit à l'exposition Climat du soin, dont on va parler aussi plus tard.
Pour passer à Louis Giraud, donc vous êtes chargé du projet Soins, Nature et Patrimoine pour la chaire de philosophie à l'hôpital. Vous êtes diplômé en philosophie à l'université Panthéon-Sorbonne et en politique économique internationale à Sciences Politiques, euh, à Sciences Po. Vous vous attachez à lier engagement théorique et pratique. Donc, vos derniers travaux ont porté sur des politiques de protection de la nature dans des régions où vivent des populations non occidentales ou encore sur des jardins dans des lieux de soins. Et dernièrement, vous avez contribué à l'organisation d'un colloque sur les enjeux écologiques à l'hôpital et la rénovation de la stratégie RSE de votre établissement de santé, le CH sud-francilien basé à Corbeil-Essonnes et Évry-Courcouronnes. Voilà, je pense que j'ai parlé assez, donc je vais passer la parole à vous. Antoine, merci encore. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs d'abord nous expliquer, s'il vous plaît, ce concept de design with care? Oui, avec plaisir. En fait, déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas un, disons que le concept du design with care, c'est le lien entre la question du design et la question des éthiques du care. Donc, c'est assez récent, on va dire. Néanmoins, dans l'historiographie du design, la question du soin pour des designers engagés a parcouru toute l'histoire du design. On peut notamment citer William Morris à la fin du 19e siècle en Angleterre, qui a beaucoup travaillé avec Engels et ont créé ensemble la Ligue socialiste anglaise, etc. Mais aussi, après, on peut parler, par exemple, de Charlotte Perriand, qui a été très présente sur ces questions-là, notamment sur des questions écologiques, ou les designers italiens qui étaient très politisés dans les années 70, 80, Enzo Mari, Sozzas, Delucchi, etc., ou plus récemment, Super Studio en architecture, par exemple, avec un regard extrêmement critique, ou Fiona Erabi sur la question du design critique. Donc, c'est vraiment une histoire du design dans laquelle on essaye de s'inscrire et qu'on a souhaité relier avec cette question des éthiques du care. Les éthiques du care, juste pour remettre peut-être un peu de perspective là-dessus, qui ont été donc un concept de philosophie politique qui a été écrit, j'allais dire, notamment par Carol Gilligan en 1982, dans un livre assez célèbre aujourd'hui qui s'appelle Une voix différente, et qui faisait remarquer notamment que il y avait probablement une forme de culture de la décision et de la conception très masculine, très liée au droit et au calcul, et qu'on laissait spontanément la question de la relation, du lien et du soin aux femmes, ce qui pour elles était une dimension tout à fait culturelle qu'il fallait absolument arriver à remettre en cause, parce qu'elles ne voyaient pas pourquoi cette question de la relation, du soin et de la vulnérabilité ne concernait pas tout le monde, notamment dans la question de la conception sociale et économique. Et ça s'intègre assez bien avec la question du design, parce que finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que le libéralisme du XXe siècle, il a complètement occulté la question de la vulnérabilité pour des raisons qui sont diverses et variées, et notamment de pression et résultats économiques, et qu'aujourd'hui, euh, faire comme si la vulnérabilité n'existait pas, ça devient pas tenable. Et ça devient pas tenable, mais c'est aussi absolument complexe de l'ignorer. C'est-à-dire que même les entreprises les plus privées qui soient, qui sont arc-boutées sur des résultats avec des nécessités de résultats économiques aujourd'hui très fortes, ne peuvent pas faire comme si la vulnérabilité sociétale et environnementale n'était pas là. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi à cette question d'intégrer cette problématique des éthiques du care dans le design, pour voir comment, au cœur d'un projet de conception, de création, on pouvait intégrer cette question de la vulnérabilité. Et aujourd'hui, bon, on aura le temps d'en parler, mais il y a deux choses qui me semblent intéressantes. C'est que par-delà l'approche du design, il y a deux éléments qu'on essaye de mettre en place dans les projets sur lesquels on travaille. C'est un premier élément qui est un élément d'état d'esprit, qui vient des réflexions de Tronto sur les éthiques du care, qui sont finalement, dans un projet, est-ce qu'on est capable
d'amener de l'attention à la vulnérabilité. Est-ce qu'on est capable de la regarder? Est-ce qu'on est capable de l'entendre? Est-ce qu'on est capable d'écouter ces voix différentes dont parle Gilligan? La deuxième chose, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire, une fois qu'on a vu qu'il y avait tel et tel élément du projet qui était vulnérable, est-ce qu'on se sent en responsabilité pour prendre à bas le corps la question et la régler? C'est-à-dire ne pas faire comme si on était tout seul au soleil et faire comme si ça nous arrangeait de ne pas regarder telle et telle dimension du projet. La troisième chose, c'est la capacité de la compétence, c'est-à-dire que, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très important dans les éthiques du CARE, c'est que ce n'est pas juste une formulation de bonne intention, c'est une nécessité d'agir socialement qui a une inscription sociale et économique. C'est-à-dire qu'on parle d'une professionnalisation de notre métier, alors là en l'occurrence du métier du design, sur cette question du soin. Et la dernière chose, c'est une question qu'on appelle la capacité de réponse. C'est-à-dire que finalement, il faut aussi accepter, en intégrant ces éthiques du CARE, que les réponses que vous allez amener dans les projets, elles sont bonnes si les personnes à qui vous essayez d'apporter un soin supplémentaire, ou les environnements, ou les milieux sociaux dans lesquels vous essayez d'amener ce soin supplémentaire, c'est eux qui ont la réponse sur la qualité de ce qui est amené. C'est pas à vous de dire si le soin que vous avez amené est bon ou pas bon. C'est justement à ce public ou cet environnement qui a été perçu comme vulnérable. Donc ça peut se travailler. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'état d'esprit. La deuxième chose, c'est les outils qu'on a développés pour ça. Donc on avait une petite image à vous montrer là-dessus, notamment sur une cartographie de la cohérence, qui est un outil que je trouve intéressant pour ça, qui permet d'établir à la fois un diagnostic graphique et analytique qui met en situation tous ces éléments d'identification de la vulnérabilité et qui les met en regard de deux choses, c'est-à-dire la capacité du milieu sur lequel on travaille à se rendre compte de ces vulnérabilités. Est-ce que on a l'impression qu'on est plutôt en force sur ce projet, ou est-ce qu'il y a des équipes qui sont plus en difficulté, ou est-ce qu'il y a des situations qui sont plus en difficulté? C'est les vagues que vous voyez là, vertes et rouges. Et quelque chose qui nous semble très important, c'est de remettre ça aussi en perspective avec des dimensions scientifiques. Et ça rejoint le fait de la présence aussi de Loïs ici, c'est de voir comment dans des projets de design, on peut croiser une réalité scientifique qui va nous amener à dépasser notre propre regard de créatif, notre propre intuition, notre propre sensibilité au sujet, pour voir s'il n'y a pas, dans une documentation scientifique, des éléments qui peuvent être des éléments d'appui, mais aussi des éléments de conviction ou d'information de ce qu'on essaye d'avancer en termes de solutions et de design. Et cette cartographie que vous nous avez montrée, que vous nous montrez, quel était le cadre de cette cartographie? Vous pouvez nous expliquer un peu plus l'origine? Oui, alors là particulièrement, c'est un travail pour une organisation qui a des terres et des vignobles, et qui était un peu inquiète du fait d'un manque de cohérence, on va dire, entre les efforts qui étaient faits environnementaux sur le terrain, auprès des vignes, pour notamment la réintroduction d'une biodiversité beaucoup plus importante par rapport à ce qui se faisait il y a quelques décennies, sur la gestion des déchets, sur la gestion de l'eau, enfin il y avait beaucoup de choses, sur la gestion des intrants, etc. Et puis finalement que cet effort qui était fait en début de chaîne s'effaçait au fur et à mesure du fait que ça devenait des bouteilles de vin qui elles-mêmes allaient voyager dans des conditions qui étaient de moins en moins respectueuses, et qui allaient être utilisées parfois au bout du monde et servir et finir en un déchet très polluant à l'autre bout de la chaîne. Donc comment on pouvait essayer de trouver une forme de cohérence et retrouver et garder cette cohérence de départ qui était liée à la Terre tout au long de la chaîne du développement de ce service et de ce produit. Ok, merci. Et c'est très clair que je pense que cette idée de vulnérabilité est devenue beaucoup plus présente pour tout le monde. Je veux dire,
on s'est tous sentis assez vulnérables ces derniers temps. Et donc, je pense que ces concepts-là et tout ce que vous faites, c'est devenu encore plus pertinent aujourd'hui. Et Loïs, je voulais vous demander aussi, vous parler aussi parce que, évidemment, vous travaillez vraiment dans ce monde de care, de soins. Vous êtes élève directeur d'hôpital et vous faites partie aussi de la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu, qui était initiée par Cynthia Fleury, philosophe et collaboratrice d'Antoine. Euh, je pense que vous avez vu dans vos parcours et vos études comment l'humain s'éloignait, notamment à travers un regard scientifique. Ce que, pendant nos échanges, vous avez beaucoup parlé de ça précédemment. Du vivant, de ce qu'on s'appelle, on appelle souvent la nature, et comment comment ça a eu un impact également dans le milieu de la santé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça? Quelles étaient vos découvertes là-dessus? Avec plaisir. Bon, mais déjà, merci beaucoup de me donner ce cadre pour discuter de tout ça. C'est toujours très intéressant. Juste une petite correction, la chaire de philosophie à l'hôpital n'est plus à l'Hôtel Dieu, mais à Sainte-Anne. Mais ça a pas, voilà, c'est juste pour la petit élément. Merci. Bon, je vais essayer de répondre à cette question sans être trop simpliste. Et vous verrez que ça fait quand même beaucoup écho à ce qu'Antoine a pu décrire jusqu'ici. En fait, ce dont on s'est aperçu, et bon là c'est pas moi, il y a des auteurs beaucoup qui ont travaillé là-dessus, notamment des auteurs comme Philippe Descola, anthropologue, Bruno Latour, sociologue des sciences, c'est qu'en fait l'Occident moderne à chercher, disons, à construire son idée du progrès par une tentative de s'extraire de la nature, une tentative de forger une exceptionnalité humaine en rupture avec la nature. C'est là que ça fait écho notamment à ce que disait Antoine à l'instant, c'est-à-dire que en fait, la question du lien avec la nature a beaucoup été abordée comme une forme de vulnérabilité. Donc tout le progrès a consisté à justement s'extraire de toutes les contraintes que nous posait la nature, le froid, le chaud, les intempéries, etc. La mort, évidemment, qui reste l'objectif ultime du progrès, vaincre la mort. Donc tout ceci s'inscrit dans une logique de rupture avec ce que l'on percevait, enfin, ce qu'on perçoit comme notre état naturel. Et dans ce cadre-là, en fait, la science a joué un rôle assez important, puisque le développement de la science moderne, notamment de sciences comme la physique, en fait, c'est basé sur une méthode de l'expérimentation qui consiste à isoler des mécanismes réguliers dans la nature et à établir des lois générales. Et en fait, en faisant cela, ça a pu mener souvent à opposer, disons, par exemple, le corps et l'esprit. Donc, en fait, la nature est devenue une sorte de point de repère par rapport auquel s'est bâti tout notre édifice de pensée et d'action. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a cette distinction entre le corps et l'esprit, entre la rationalité et la sensibilité, entre l'objectivité et la subjectivité. Et à chaque fois, donc, l'humain incarne le domaine de la contingence, la technique est ce qui permet à l'humain de s'extraire de ce monde naturel, la conscience est ce qui distingue l'humain du monde animal. Et voilà. Et donc, en fait, tout notre concept, tout notre édifice de pensée a été réalisé comme ça. Et de fait, en fait, en raisonnant comme ça, on a tendance à exclure la dimension sensible du rapport à la nature. C'est-à-dire que la connaissance scientifique se base sur l'objectivité, sur des méthodes très rationalistes. Et du coup, le rapport plus sensible à la nature que peut avoir un artiste, qu'il soit poète, musicien, créateur, il va être mis sur un plan différent. C'est-à-dire que l'artiste, par sa sensibilité, n'est pas en mesure de produire une connaissance de la nature telle que le scientifique peut la mettre en œuvre. Alors, bon, juste encore une fois, je l'ai dit en introduction, ça, voilà, c'est les grandes tendances. Et évidemment, il y a d'autres rapports à la nature qui ont pu exister ci et là. Et il y a évidemment beaucoup de bonnes choses là-dedans, dans le développement de cette science moderne, bien évidemment. L'idée, c'est simplement d'expliquer qu'il y a un rééquilibrage qui est nécessaire et qu'il y a un dialogue, et c'est d'ailleurs l'enjeu aussi de la conférence, un dialogue qui est intéressant à établir entre la science et ce que la création ou l'art peut apporter dans notre rapport à la nature. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce rapport à la nature et cette approche scientifique
elle a découlé aussi dans une certaine approche de la santé, une approche de fait très axée sur le corps humain comme chose biologique. Et en fait, on va beaucoup insister sur ce corps-là. On va beaucoup travailler sur le curatif avec donc des traitements de pointe, un hôpital organisé de manière très fonctionnaliste. Foucault parlait d'une machine à guérir, en fait, et ça exprime très bien cette idée-là. Et on va du coup un peu disjoindre la dimension sensible, spirituelle de l'humain par rapport à une approche plus, comment dire, euh, par rapport à une approche plus holiste de la santé. Donc, ce qui est important, c'est de rappeler justement que la rupture avec la nature a des conséquences directes sur non seulement sur notre approche de la médecine, mais aussi sur notre santé. C'est-à-dire que on se rend compte aujourd'hui que toute la dimension environnementale de la santé, elle est très, très déterminante, disons, puisque on va observer, il y a par exemple la question de la pollution de l'air, je lisais l'autre jour une étude de l'autorité environnementale européenne, c'était 1 million de morts, je crois, dans les années 90, simplement les particules fines en Europe. Aujourd'hui, on a réussi par an, donc aujourd'hui, on a atteint 340 000. Donc, on s'aperçoit que c'est des chiffres énormes quand on les met au rapport notamment du Covid. C'est des chiffres absolument édifiants. Et donc, il y a un vrai travail à mener sur ce lien qu'on peut avoir entre l'environnement, notre propre santé, et comment justement on prend soin de l'humain en prenant soin du vivant. Et ce concept-là, c'est le concept de One Health. Donc, c'est l'idée vraiment qu'on ne peut pas prendre soin de l'humain sans prendre soin du vivant dans sa globalité. Et ce qui appelle justement à avoir une approche beaucoup plus attentive, comme disait Antoine à l'instant, attentive aux interactions qui peuvent lier l'humain avec les différents éléments qui composent le monde, qu'ils soient végétaux, animaux, etc. Beaucoup plus attentif aussi au mode de vie des cultures qui habitent le monde, aux différentes pratiques que les personnes peuvent avoir. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et notamment, vous essayez concrètement de réintégrer, de recréer ce lien avec notre santé et le vivant, avec les activités que vous faites à l'hôpital où vous travaillez, et aussi d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur comment voilà, vous essayez de retisser ce lien et qu'est-ce que vous avez vu aussi avec ça? Alors, justement, sur la partie scientifique, pour prolonger un petit peu, ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose maintenant de preuves, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intuition. Tout le monde, quand même, je pense, se sent dans l'ensemble mieux dans un environnement naturel entouré de vivants que sur une dalle de béton absolument dénuée de toute forme de vie. Mais maintenant, on a des preuves scientifiques qui apportent quelque chose là-dessus. Il y a une étude fondatrice qui a été faite dans les années 80 par un chercheur qui s'appelle Ulrich, qui a montré qu'après une opération chirurgicale, entre un groupe de patients ayant vu sur une fenêtre avec des éléments de nature et un groupe de patients qui a vu sur une fenêtre avec simplement un mur en briques, on pouvait gagner jusqu'à 25% de temps de récupération sur l'opération, et aussi on constatait une réduction de la consommation de médicaments. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont prouvées sur notamment la réduction de la douleur, sur la réduction du stress, sur la confiance en soi, sur la réduction de troubles tels que le stress post-traumatique, la dépression. On dispose vraiment d'un corpus scientifique très établi, et on s'en sert pour développer, pour légitimer des approches. Moi, j'ai la chance au centre hospitalier sud-francilien de travailler avec des équipes qui sont très, très motivées là-dessus, que ce soit les espaces verts ou les acteurs soignants. Il y a notamment donc un jardin pédagogique qui a été mis en place en pédiatrie, et les retours sont vraiment unanimement enthousiastes. On a des exemples vraiment très réjouissants, notamment d'une petite fille, on me racontait, qui avait été prise en charge dans ce service, qui avait participé à une activité de semis de graines, et qui, par chance pour elle, avait été donc soignée et avait pu rentrer chez elle, et elle avait elle-même demandé à revenir 2 mois après pour voir où ces plantes en étaient. Donc on s'aperçoit que l'hôpital, qui dans la majorité des cas représente quelque chose d'angoissant dans lequel personne n'a envie de venir, et ce type d'expérience-là permet entre autres de complètement renverser le rapport.
et d'en faire un lieu beaucoup plus accueillant et un lieu qui n'a pas comme seul horizon la guérison des aspects seulement biologiques, mais qui aborde la santé de façon beaucoup plus large et qui, du coup, permet d'avoir plus de bien-être. Ouais, c'est un exemple, c'est une illustration formidable. Et là, on parle dans le cadre de l'hôpital, ce qui est évidemment un cadre hyper important, mais on peut bien voir que c'est sûr que ça aurait les mêmes effets à chacun d'entre nous dans notre quotidien. Je veux dire, c'est pas juste dans le cadre de l'hôpital que ça a du Bien sûr. sens, mais dans nos vies à tous. Bien sûr. Donc, pour élargir, donc, Antoine, même avant la Covid, vous disiez il faut prendre soin du monde. Donc, ça a l'air assez ambitieux. Et vous avez parlé aussi d'une économie de soins. Je trouve ça une idée très intéressante. Euh, peut-être on peut dire que, peut-être vous pouvez dire que on l'a vécu d'une certaine manière, cette économie de soins euh, pendant ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, prendre soin du monde, effectivement, qui suis-je à mon échelle pour pouvoir faire ça? Pas grand-chose. Mais ça n'empêche pas d'avoir envie de le dire quand même. Et j'aime beaucoup une phrase de Cynthia Fleury qui m'avait beaucoup marqué dans nos discussions, qui disait: le premier architecte de la cité, c'est le soin. Pourquoi on vit ensemble? Pourquoi on s'est mis un peu collés dans une ville ensemble, etc. C'est bien sûr parce qu'on est des animaux sociaux, on l'a beaucoup dit, mais c'est aussi parce que au départ, c'est du soin qu'on prend les uns pour les autres, hein, et on est capable d'être plus, voilà, plus au monde par ce soin qu'on donne aux autres et qu'on reçoit. Parce que je pense qu'il y a aussi cette dimension-là d'arriver à reconnaître le soin qu'on reçoit beaucoup, 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 autant que le soin qu'on doit donner aux autres et au monde. Et cette économie du soin, en fait, moi, elle me parle. J'ai pas de modèle économique. J'ai juste une forme de conviction sur l'état d'esprit à mettre dans la manière de le mettre en route. Et je trouve que ça s'inscrit un petit peu, et c'est d'ailleurs un travail qu'on fait avec Cynthia sur la rédaction d'une charte. Ça s'inscrit aussi dans un mouvement historique qui est quand même assez tracé, c'est-à-dire que si vous prenez la charte d'Athènes qui avait été écrite par Le Corbusier, avec voilà, cette dimension de la ville, de l'hygiène, des perspectives d'usage et des mélanges de fonctions qui étaient très particulières, qui a marqué toute une dimension de développement de la ville et de la vie pendant des décennies, qui après la charte d'Alborg qui a dit les choses différemment sur cette manière de collaborer sur la conception des villes, sur le fait d'être sur quelque chose qui soit aussi une nébuleuse de conception qui soit peut-être un peu plus complexe, un peu plus expérimentale. Et je pense qu'il y a Vous pouvez nous expliquer un peu plus, approfondir un petit peu plus sur ces concepts pour ceux qui ne connaissent pas très bien? en fait, oui et non, parce que je ne connais pas par cœur le truc. Par contre, oui, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment la charte d'Alborg a été un engagement, en fait, à Aalborg, qui je crois est en Suède, sur la manière dont on pouvait considérer la conception architecturale et urbanistique en justement sortant d'une question qui était simplement d'usage des bâtiments, mais de réintégration de l'expérimentation collaborative pour construire la cité, avec du coup des dimensions, j'allais dire presque esthétiques et normatives du bâtiment et de la ville, qui étaient aussi à la main des habitants et aussi à la main des concepteurs et des parties prenantes de la ville. C'est-à-dire qu'on était un peu moins dans un aspect démiurge de l'architecture ou de l'urbanisme, mais plutôt dans cet aspect de collaboratif. D'ailleurs, il y a eu, je crois, il faudra vérifier, mais je crois qu'il y a eu des phases différentes de l'évolution de cette charte qui ont été proposées et qui nous amènent aujourd'hui à cette réflexion de dire que peut-être qu'en plus de cette manière de faire et de penser la ville, la cité et les environnements, en intégrant les dimensions du soin dont on parle,
les dimensions de conception du soin, les dimensions de reconnaissance des vulnérabilités, reconnaissance des vulnérabilités à la fois démocratiques ou des milieux naturels, on peut arriver à enrichir encore cette idée de l'économie du soin qui a, comme le disait Loïs, et je trouve ça très intéressant, aujourd'hui, il y a des réalités scientifiques qui montrent que c'est pas juste voilà, c'est pas juste une lubie de gens qui aimeraient bien la nature. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir plutôt avec une forme de reconstruction de la manière dont on peut concevoir les choses avec des environnements qui sont beaucoup plus larges que notre anthropocentrisme et qui sont beaucoup plus larges que notre capacité scientifique à régler des problèmes et à faire du solutionnisme. Et, peut-être c'est du solutionnisme alors que je vais demander, mais pour vous, pour Louis aussi, quels seraient concrètement des potentiels ingrédients? Alors, vous en avez parlé un peu, mais pour être plus précis ou très clair, quels pourraient être ces ingrédients pour un monde de soins ou voilà, un monde plus sain? On parle, par exemple, le lien, un lien meilleur, plus fort à la nature, plus fort pardon, à la nature ou au vivant. Vous avez aussi parlé du dialogue, de la réparation et aussi où se trouvent les designers dans ça. Moi, je trouve ça aussi intéressant comme question pour vous poser. C'est vrai que les designers, ils sont bien obligés de se dire, à mon avis, que leur rôle a très fortement évolué depuis 15 ou 20 ans. Je pense que la question de on en reparlera, je pense, un peu plus tard, mais la question de la production des designers sur un mode de production d'artefacts industriels ou autres me semble aujourd'hui très largement dépassé. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une expérimentation qu'on a pratiquée sur la question de l'inclusion. Le rôle du designer, il est presque d'être je sais pas comment dire, peut-être un diplomate au sein de parties prenantes d'une situation qui a été identifiée comme une situation de vulnérabilité. Et cette diplomatie, elle lui vient, en tout cas, moi, elle me vient du fait d'avoir, oui, des compétences en conception, des compétences en représentation, des compétences en mise en forme esthétique, des compétences peut-être aussi de connaissance de langage de gens qui ont des manières d'exprimer les choses très différentes. Avec Loïs, quand on a l'occasion de travailler avec aussi les doctorants de la chaire de philosophie sur des questions liées à l'hôpital, s'adresser à un médecin, s'adresser à un aide-soignant, s'adresser à un patient, s'adresser à un aidant, etc. C'est pas du tout quelque chose qui se fait avec le même type de langage. Et ce langage commun, je pense que c'est peut-être là-dessus que le design est puissant aujourd'hui, c'est qu'il est capable de, de, de donner les conditions pour qu'il y ait un langage commun. Parce qu'il est capable de donner des conditions de langage commun qui dépassent des tableurs avec des chiffres ou qui dépassent des vocabulaires qui peuvent être un peu souterrains parce que très, très professionnalisants. Qui permet par les représentations, par le prototypage, comme on le voit ici, par l'observation, par des techniques qui peuvent venir aussi du monde de l'ethnographie, par la capture d'images, de textes, de récits, etc., d'essayer d'apporter un mode de partage, voilà, c'est ça, un mode de partage qui permette de créer quelque chose ensemble. Et dans ce sens-là, le designer qui autoproduit sa conviction est pour moi assez loin de cette pratique qu'on a aujourd'hui. Peut-être, Stéphano, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que dit Antoine sur lesquelles je voulais rebondir. Déjà, sur la question précédente, quand il a insisté sur la place du soin dans la cité, cette dimension fondatrice du soin, évidemment, sur laquelle insiste aussi beaucoup Cynthia Fleury, il me semble que c'est quelque chose de fondamental dans le sens où
les représentations qu'on a de l'humain et de sa manière de se rapporter à ses semblables, c'est des discours performatifs. C'est-à-dire que ça justifie, ça légitime, ça engendre certains types d'actions, certains types de comportements ou des modes de pensée. Et on a quand même beaucoup grandi en Occident sur l'idée un peu hobbesienne que l'homme est un loup pour l'homme, que finalement chacun poursuit son propre intérêt. Or, c'est un récit sur le monde. Et comme l'a dit Antoine, le soin, la reconnaissance de la vulnérabilité, c'est quelque chose de fondamental. Je vais enfoncer les quelques portes ouvertes, mais quand on vient au monde et quand on est un nourrisson, on est évidemment un être extrêmement vulnérable et un être dépendant de ses parents, entre autres. Et donc, et de cette dépendance-là naît une relation qui a quelque chose de merveilleux, de presque magique. Et sur le plan politique, la vulnérabilité humaine de l'humain isolé fait qu'on s'organise en société et qu'on met en place toute une économie, toutes des règles d'institutions qui vont faire qu'on peut vivre ensemble. Donc, représenter l'humain comme et cet acte de reconnaissance de la vulnérabilité comme le principe politique fondateur, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut défendre parce qu'il en découle toute une représentation du monde et toute une manière d'agir dans le monde tout à fait différente. Ensuite, sur le design, alors moi, je ne suis pas spécialiste, je découvre seulement, mais ce que je trouve hyper intéressant, effectivement, c'est cette logique de traduction, de lier différentes dimensions entre elles. Le mode productiviste, capitaliste, disons, pour faire court, d'organisation de nos sociétés, tend à réduire un petit peu l'identité des gens. Et c'est d'ailleurs ce qui était intéressant dans la crise sanitaire du Covid, c'est qu'en fait, il y a des fonctions, notamment les personnes qui nettoient les rues, d'un seul coup, on les a affichées comme des personnes qui étaient dans des métiers dits essentiels. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un retournement, alors que c'est des métiers qui sont très souvent méprisés. Et en fait, ces personnes-là sont aussi des acteurs du soin, au sens où ils prennent soin de la cité. Et sans eux, la vie en ville serait complètement, et pas qu'en ville d'ailleurs, complètement invivable. Donc, il y a des retournements comme ça qui sont intéressants en temps de crise. Et à mon sens, le design permet par l'attention qu'il accorde aux différents registres, aux différentes disciplines, permet justement de mettre en lumière certaines compétences. Et pour finir, juste un parallèle avec le monde du soin, on s'aperçoit que dans le soin, j'ai cité tout à l'heure les médiations végétales, comment prendre soin d'un jardin, comment avoir la vue sur la nature permet d'avoir des effets bénéfiques sur la santé. De la même manière, les médiations artistiques ont là aussi des effets avérés sur la réhabilitation, la confiance en soi, la restauration psychologique. Et justement, toutes ces compétences-là, finalement, qui sont des fois considérées comme non productives par le mode d'organisation économique capitaliste, sont finalement des fonctions essentielles parce qu'elles rendent les personnes en situation de vulnérabilité capacitaires. Et juste du coup, un dernier mot, cette fois c'est le dernier. Il y a, je pense aujourd'hui, ça fait la boucle avec ce que je disais au début, il y a un besoin de nouveaux idéaux, disons, sur lesquels le monde de l'art est absolument, et le monde de la création est absolument indispensable. On avait évoqué tout à l'heure cette relation des fois complexe entre la science et le registre de la création, de l'art, et la nécessité de les faire beaucoup mieux dialoguer. À mon sens, l'art a justement et la création ont justement aujourd'hui cette nécessité d'inventer d'autres récits, notamment en plaçant le soin effectivement au cœur du contrat social, pour ne pas laisser au marketing une sorte de monopole du récit, une monopole de l'idéal collectif. Et là-dessus, justement, le design, je pense, par l'attention qu'il accorde aux acteurs en situation sur le terrain, a un vrai rôle à jouer aussi pour faire émerger ces idéaux. Merci beaucoup, Loïs. Et pour rappel aussi à l'audience, on ne va pas tarder non plus voilà, à accepter vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat vos questions
que vous soyez sur Facebook ou sur Zoom, et on va pouvoir les poser bientôt. Je pense que c'est très vrai, cette idée qu'on est devenu très individualiste et que voilà, qu'il faut changer cette idée, ces récits qu'on a. Est-ce que vous avez vu pendant vos projets ces récits évoluer, que voilà, des gens qui sont passés à une mentalité à une autre? Peut-être, Antoine, je ne sais pas si c'est pertinent, mais peut-être vous pouvez aussi nous parler de votre projet à Lille, qui a impliqué un grand nombre d'acteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces projets-là, et les interactions que vous avez eues avec les participants? Ouais, je trouve que la question de l'évolution, elle me semble assez centrale. Alors effectivement, l'exposition qu'on a pu faire à Lille, comme elle regroupait un certain nombre de projets, elle nous a permis d'embrasser un petit peu une réalité sur la manière dont les gens essayent de changer par l'expérimentation ces questions du soin dans la conception et dans le design. Mais sur le cœur de la question, moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans les sujets sur lesquels on travaille, il y a une très très forte décorrélation entre la réalité de prise en compte de ces dimensions du soin, de la vulnérabilité par les individus eux-mêmes, en leur sein, en leur cœur, en leur corps, qui est très forte. Et je pense que le Covid a accéléré ça, a enfoncé ça dans les tripes de chacun de façon très prégnante, mais que ça nous tombe un peu des mains, en tout cas, quand je vois les dirigeants des organisations avec lesquelles je travaille, ils ne savent pas comment attraper les choses. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'injonction très complexe à trouver entre ce que je ressens personnellement, ce que je vis avec ma famille, ce que me demandent mes enfants, etc. Et ce truc énorme à prendre, à trouver comment devenir cette économie de soins, à renoncer à un certain nombre de choses, à trouver des outils. On vient d'un monde où on est fiable dans une organisation que si on a des outils de calcul. Et bah, là, effectivement, ce que disait Loïs, c'est qu'on commence à avoir des résultats sur cette question de la pertinence de l'intégration du milieu naturel, etc., etc. Mais on n'arrive pas encore à rentrer dans les cases. Donc il faut que l'imaginaire continue de progresser pour que les décisions qui peuvent être prises puissent commencer à s'abstraire le plus possible de notre règle par trois, qui est de dire est-ce que c'est rentable ou pas rentable. Et ça, je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot là-dessus. Enfin, j'ai l'impression que les efforts qu'on peut faire entre le design et la science, justement pour regrouper des paramètres qui sont des paramètres d'intuition, de création, avec des paramètres qui sont des paramètres scientifiques, de calcul, etc. Il y a énormément de travail encore pour qu'on puisse emmener le plus de monde possible sans peur, quoi, et que ça transforme, que ça puisse avoir de l'impact rapidement, etc. Et est-ce que vous croyez que vous avez vu des résultats dans les projets que vous avez menés, justement? Bah, pour reprendre aussi l'idée de l'expo, moi je trouve aujourd'hui que les résultats qu'on voit, ils sont en fait Vous pouvez donner un peu plus d'exemples, de contexte sur l'exposition, pardon? ouais, excusez-moi. Ouais. Donc cette exposition, c'est un commissariat, une scénographie qu'on a réalisé avec Cynthia Fleury dans le cadre de la capitale mondiale du design, qui s'est passée à Lille il y a maintenant un an. Et on a souhaité montrer comment différentes interprétations, différentes activités des designers sur différentes questions du soin, comment les designers y répondaient, comment ils avaient réussi à expérimenter sur le terrain les choses, avec quel type de résultats. Et finalement, ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'en soi, chaque initiative est bien sûr intéressante. Ce n'est pas forcément des initiatives qui seules ont un impact visiblement très important. Néanmoins, ce qui est le plus fort, c'est que toutes ces initiatives représentent une forme de climat de soins, c'est comme ça qu'on l'a appelé, un climat de soins qui fait qu'on sent que la cité prend en charge les choses par la question du design et de l'expérimentation et arrive à se mailler, à faire un tissu de soins qui finit par être structurant. Et je pense que c'est peut-être comme ça que ça va arriver d'un point de vue de la transformation, c'est-à-dire
sera pas forcément des énormes structures qui vont arriver à renverser les choses, etc., mais plutôt toutes ces initiatives dont on peut parler et qui vont arriver à se relier entre elles et à arriver à créer ces points de bascule. La conviction qu'on a étant assez simple, hein, qui est de dire s'il n'y a pas de climat de soins, il n'y aura pas de soins du climat, quoi. Ça pour nous, on ne peut pas arriver à faire bouger un ensemble, un corps social vers une dimension qui est aussi importante, aussi exogène que la question du milieu naturel, sans qu'on soit d'abord dans un climat de soins entre nous. On ne va pas y arriver autrement. Enfin, ça, c'est vraiment une conviction qui, pour nous, est très forte. Je ne sais pas s'il y a des questions de l'audience ou pas. Je vais attendre quelques secondes. Est-ce que Loïs, vous voulez réagir là-dessus aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour prolonger un petit peu, il y a Edgar Morin, le philosophe, qui expliquait que moins une pensée sera mutilante, enfin, oui, moins une pensée sera mutilante, moins elle mutilera l'humain. Et c'est cette idée que, il faut être capable d'appréhender toutes les dimensions d'une réalité pour faire advenir le monde et ce climat de soins dont parlait Antoine à l'instant. Euh, à une échelle modeste aussi, justement, dans le cas du jardin thérapeutique que je citais à l'instant dans l'hôpital où je travaille. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est par rapport à cette relation entre les gens qui sont créés dans ces expériences, c'est qu'en fait, c'est un exemple où l'équipe des espaces verts, donc qui trop souvent peut être perçue comme ils le disent eux-mêmes, hein, ils m'avaient dit, c'était leur mot, des tondeurs de pelouse. Là, en fait, d'un seul coup, c'est eux qui se sont retrouvés à l'initiative. Ils co-portaient vraiment cette initiative de jardin thérapeutique. Euh, et en fait, ils étaient eux-mêmes, du coup, de fait, dans une logique de soins. Et ils étaient eux-mêmes concepteurs d'un soin parce que, en fait, le jardin qu'ils aidaient à concevoir, évidemment en dialoguant avec les soignants du service de pédiatrie, parce que ces soignants ont une compétence sur spécifiquement les soins apportés à ce type de public. Mais les deux types de connaissances, en fait, dialoguaient. Et par exemple, les soignants pouvaient dire, ben, on a besoin d'une plante qui va stimuler l'odorat. Et les jardiniers vont donc trouver cette plante, enfin, différents exemples de plantes qui vont stimuler. Et il me racontait même, et c'est intéressant, qu'il y a aussi des enfants qui se confiaient finalement plus facilement à eux, des fois, parce qu'il n'y avait pas cette dimension un peu imposante de la blouse blanche. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que on voit que dans cette expérience-là, qui est à un niveau très micro, hein, et on voit que le soin, quelque part, a une fonction qui est partagée, qui n'est pas seulement portée par des soignants qui ont évidemment cette fonction-là, mais elle est vraiment co-portée par d'autres acteurs. Et en un sens, les enfants, du coup, sortent aussi, et c'est ce qui est intéressant dans ces expériences-là, sortent d'une position passive dans laquelle on prend soin d'eux quand ils prennent soin du jardin. C'est là d'ailleurs une des sources de tous les bienfaits des jardins thérapeutiques, c'est que quand ils prennent soin du jardin, finalement, c'est eux-mêmes qui sont actifs et qui prennent soin de quelque chose. Et donc, en fait, ce type d'expérience recrée des interdépendances complexes, réciproques entre différents acteurs. Et là encore, ça invite à sortir de cette assignation identitaire entre les jardiniers d'un côté, les soignants de l'autre, les patients encore à un autre endroit, et ça crée des liens entre tous ces éléments-là. Et Antoine, vous avez aussi essayé de matérialiser un peu vos pensées à travers votre projet de bureau à la commanderie, la restauration d'une commanderie en Creuse. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça, comment ça se Ouais, passait? avec plaisir. En fait, je pense que moi, ce que j'adore dans le design, c'est que ça me permet aussi d'aller dans les environnements que vous avez envie de développer et puis que c'est extrêmement concret et pragmatique. Ça, c'était un projet qu'on a eu dès le départ avec Sismo, mais qui a mis du temps à se concrétiser parce que c'est pas été rien. Qui est qu'aujourd'hui, avec l'équipe, on s'occupe de la restauration d'une commanderie hospitalière
dans le centre de la Creuse, donc vraiment dans l'hypercentre de la France, dans un environnement naturel extrêmement fort. Et qu'on peut ici un petit peu tester le monde qu'on a envie de tester, donc parce qu'il y a un peu de terrain, parce qu'il y a ces bâtiments incroyables, parce que il y a cette question de la restauration qui est pour nous une dimension extrêmement forte aussi de la compétence peut-être demain du designer. Comme le dit Cynthia souvent, la question de la restauration, c'est la question de qu'est-ce qui demeure. Et qu'est-ce qui demeure, c'est quelle est notre demeure. C'est la même, on parle de la même chose, hein, et peut-être que demain, ça peut être une utopie, mais peut-être que demain, on sera propriétaire de ce dont on prend soin. Et on ne sera pas propriétaire de ce qu'on achète, mais de ce dont on prend soin. Et je pense qu'il y a probablement des réflexions à avoir autour de ça. Et dans ce lieu-là, on teste beaucoup de choses, on expérimente, on est en train de planter une forêt comestible, on fait la restauration d'une partie de la charpente, comme vous le voyez ici, avec un environnement local qui est aussi très intéressant et qui nous pousse beaucoup à nous questionner aussi sur la question du rural et de l'urbain. On a d'ailleurs travaillé récemment avec un lycée technique qui s'appelle le lycée Raymond Lévy, qui est dans la Creuse, qui a aussi une formation de design sur justement la question du design en milieu rural versus le design en milieu urbain. Il y a probablement aussi des choses à croiser, des intelligences à partager, vraiment des. Je pense que le milieu rural a quand même permet un recul, et l'histoire aussi, un bâtiment qui a il date du XIIe siècle, hein, permet un recul qui nous évite aussi d'être dans la pression de la panique du présent et de remettre un peu ce qu'on essaye de faire dans ce qu'on peut appeler un présent élargi, quelque chose où voilà, on essaye aussi d'être dans une ligne et d'influencer cette ligne, pas juste de dire là on va stopper net et puis on va aller ailleurs, ça n'arrivera pas. Donc il faut trouver le moyen d'écrire le chemin. Juste pour prolonger, ce que je trouve super intéressant quand j'entends Antoine parler de la commanderie, c'est qu'il y a vraiment toute une analogie à faire avec l'acte de soin plus largement. Et encore une fois, enfin, ça prolonge ce qu'on a déjà dit, mais finalement, quand il évoquait la commanderie, on aurait pu peut-être faire la comparaison avec quelque chose de vivant, en fait, presque. Et finalement, l'acte de soin avec la commanderie, où il y a une recherche de travail avec la localité. Voilà, aujourd'hui, il y a toute cette question de l'accès aux soins de proximité qui est très, très prégnante. Il y a cette question c'était Gilles Clément, botaniste, qui disait faire le plus possible avec et le moins possible contre. Donc ça aussi, c'est quelque chose, voilà, quand dans la relation thérapeutique, comme dans la relation dans un jardin, l'idée de plus en plus, et dans la restauration aussi évidemment, c'est de prendre en compte la dynamique propre d'un lieu, d'une plante, d'un patient. Finalement, il y a évidemment, c'est à chaque fois une relation différente, mais il y a quand même des choses qu'on retrouve dans cette logique de laisser une autonomie à l'altérité et de reconnaître une capacité d'agir. Là, c'est la commanderie. J'ai pas encore eu la chance d'y aller, malheureusement, mais je suis sûr que c'est un lieu qui agit sur les gens qui s'y trouvent au moment où ils s'y trouvent. Et de la même manière, je l'ai évoqué tout à l'heure, les plantes agissent sur nous, nous font du bien. Et encore de la même manière, un patient, il agit, il ne peut pas être reconçu uniquement comme une entité passive sur laquelle on exerce du soin. Et être à l'écoute de tout ça, finalement, c'est absolument indispensable. Et pour compléter, je trouve ça très, très intéressant cette piste de réflexion parce que pour la compléter, alors d'une part, Gilles Clément, botaniste et paysagiste, c'est un Creusois. Et la vallée qu'il a construite, notamment autour de cette idée du jardin en mouvement, se situe dans la Creuse, qui est vraiment tout ce dont tu parles, Louis. Mais ça reprend aussi ce que je disais au départ sur William Morris, hein, qui a été eux ont milité avec Ruskin, avec Engels sur le fait qu'il fallait que les choses, les bâtiments, ils étaient beaucoup sur l'architecture aussi, vivent dans le sens où la restauration d'un bâtiment, c'était pas le remettre à neuf.
c'était accepter d'y voir les traces du temps, accepter que certaines parties puissent mourir, s'effondrer, que la nature puisse reprendre ses droits. Vous voyez ces images très de peinture de l'époque avec des ruines dans lesquelles repoussent des arbres, etc., etc. Il y avait cette idée quand même que peut-être que la conception des liens de l'évolution des choses n'était pas forcément que tout soit toujours nickel, propre, euh, immortel, comme on souhaiterait l'être. Non, non, c'est pas le cas, ni les bâtiments, ni les créations, etc. Et je trouve que réintégrer ça dans ce mouvement dont parle Gilles Clément, dans cette capacité à laisser les mouvements agir et à les suivre plutôt que d'essayer de les diriger, je pense que c'est un point qui me semble moi très important, très intéressant et probablement pas si complexe à mettre en œuvre. C'est des renversements, mais pas aussi complexe que de vouloir tout changer en termes de cosmogonie du monde actuel. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et Louis disait qu'il n'a pas eu encore l'opportunité de venir. Est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on- comment est-ce qu'on y arrive en fait? Est-ce que c'est ouvert tout le temps? Comment ça se passe? Bah oui, on peut venir. Faut contacter l'équipe des Sismo parce que nous, on a des programmes de travail là-bas qui sont très réguliers et on accueille toujours des gens avec plaisir. Et puis, on peut aussi venir parce que on va avoir un gros projet qui va se développer probablement en milieu d'année prochaine, justement sur la manière de faire vivre ce lieu sous un angle qui pourrait raconter tout ce qu'on a envie de raconter dans cette charte de conception qu'on écrit avec Cynthia. Donc voilà, il va y avoir il y a des événements, il va y en avoir d'autres, donc avec plaisir pour essayer de trouver des moments pour se croiser là-bas. Ouais. Ok. Par contre, on vous fait travailler quand on vient là-bas. C'est vrai qu'on aime bien. Mais voilà, on a un partage qui est beaucoup sur cette question de la restauration. Bon, là, c'est plutôt l'époque. On va rentrer dans l'époque où on plante des arbres. Donc, on va planter des arbres encore pendant 1 ou 2 mois là. Et puis après, voilà, il y a toute l'évolution, bien sûr, avec la question des saisons qui est, moi, je trouve aussi très intéressante. En ville, on ne sait pas ce que c'est qu'une saison. Il fait toujours jour. On n'a jamais peur du noir et on a toujours chaud quelque part. Là-bas, on s'adapte différemment à ça et c'est aussi très intéressant de le prendre dans le corps. Et pour les Parisiens comme moi, comment est-ce qu'on y arrive concrètement? Il faut prendre le train? Il se trouve que c'est un petit village dans lequel il y a encore une gare pour une question que j'ignore totalement, bien que ce soit un village de 200 habitants, donc c'est un espèce de miracle. Il faut prendre son temps et on peut partir de Gare d'Austerlitz et arriver à la commanderie en 6 heures avec un petit changement. Et oui, oui, c'est tout à fait, c'est comme ça que ça se fait. Génial. Et pour terminer, donc pour ceux qui ne sont pas designers et qui ne peuvent pas peut-être faire ce genre de projet, qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour résumer un peu toutes les choses intéressantes que vous avez dit, mais est-ce que vous avez une action que vous pouvez conseiller à notre public vis-à-vis de vos pensées et Louis aussi, ou aussi également une lecture ou quelque chose, voilà, pour qu'on puisse partir avec et continuer encore nos réflexions là-dessus. Je te laisse commencer, Loïc, tu veux? Ouais. Oui, avec plaisir. Alors, sur la lecture, je ne vais pas citer un ouvrage théorique. C'est un recueil de nouvelles que j'ai lu récemment. Ça s'appelle Les Bêtes de Pierre Gascard. Et je crois que c'est un auteur assez méconnu. C'est pour ça que j'en parle. C'est intéressant. C'est écrit dans les années 50. Et c'est assez visionnaire, disons. Alors, c'est pas facile à lire. Enfin, l'écriture n'est pas compliquée, mais en tout cas, l'ambiance est assez pesante. Il y a quelque chose de presque un peu célinien là-dedans. C'est un monde en souffrance. Et c'est un auteur, en fait, qui place les animaux au centre de ses récits, mais c'est pas des animaux comme dans la ferme des animaux, par exemple. C'est vraiment des vrais animaux. Et c'est vraiment tout ce rapport entre l'homme et l'animal et comment, quand l'homme souffre, l'animal souffre. Et quand l'animal souffre, souvent, l'homme souffre aussi. Donc, c'est un recueil de nouvelles que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et sur l'action, je serais tenté de plutôt proposer une posture plutôt qu'une action. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la posture d'être attentif, de se questionner. Peut-être que des fois, on cherche un petit peu trop à faire des actions. Il y a une logique un peu productiviste là-dedans, surtout dans la vie en ville où on s'agite beaucoup finalement. Et puis des fois, peut-être que prendre le temps de faire les choses, être capable de s'ennuyer encore, être capable oui, de faire les choses lentement, ce serait peut-être aussi une manière
d'être au monde et une manière de mieux prendre soin du monde et de ceux qui nous entourent. Merci beaucoup, Loïs. Et de mon côté, ouais, moi j'avais deux lectures à vous proposer. Les âmes sauvages de Nastasia Martin, qui est, je trouve, un travail très très intéressant, qui est la publication de sa thèse sur la manière dont un peuple va résister face à l'Occident du nord de l'Alaska. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a la question de la manière dont on essaye de capter les gens. Et là, on n'arrive pas à les capter, qu'on ait des bonnes intentions ou pas des bonnes intentions. De toute façon, il y a ce balancier alaskanien dont elle parle. Enfin, je trouve que c'est un très très beau livre qui, moi, m'a beaucoup marqué. Elle est plutôt connue pour son second livre qui s'appelle Croire aux fauves, qui raconte son expérience face à un ours. Mais je trouve que celui-là moi, je le trouve plus intéressant. Et puis le deuxième, c'est le principe espérance. Alors, en fait, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup de choses autour de ce livre. Pour moi, c'est un livre qui est trop complexe pour moi. Mais par contre, le sujet est passionnant et il y a plein d'écrits à lire autour de ça, qui le commentent, etc., qui sont très intéressants. Cynthia en a beaucoup parlé lors de la leçon inaugurale qu'on a fait là en octobre ou début novembre, que vous pouvez retrouver aussi sur le site de la chaire de philosophie. Et comme action, j'ai pas trop de conseils, je sais pas trop quoi donner. J'ai l'impression que c'est tellement individuel et personnel, cette manière d'essayer d'appréhender les choses, que je suis pas sûr d'avoir envie de donner un conseil particulier. Si ce n'est peut-être, comme le dirait Charlotte Perriand, de faire tout ce qu'il faut pour faire vivre ce qu'on a en soi. Ça me semblerait le mieux. Très bien. Bah, c'est une bonne note pour finir. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup, Antoine et Loïs, pour ce dialogue. Je ne sais pas si on peut vous suivre quelque part, si on veut venir en Creuse ou venir à votre hôpital. Comment est-ce qu'on peut vous suivre? Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Vous allez trouver beaucoup de choses sur le site de la chaire philosophie à l'hôpital, parce que là, il y a notamment toutes les conférences qui ont pu être faites sur ces questions-là, hein, qu'on partage avec Loïs. Donc, allez-y, là, il y a beaucoup de choses. Après, vous pouvez suivre effectivement les réseaux de Sismo sur Instagram notamment. Et puis, c'est là-dessus que vous trouverez plutôt les informations concernant les événements ou les possibilités liées à la commanderie. Voilà, de mon côté, je ne sais pas si Loïs, tu penses à d'autres choses. Non, bah, effectivement, le site de la chaire, il y a énormément de choses. Il y a tout un écosystème en fait qui s'organise autour de la chaire, donc c'est bien parce que ça fait des renvois vers d'autres choses. Donc là, il y a beaucoup de ressources. Voilà, je citerai ça principalement. Très bien. Donc, de côté de la Fondation, nous, on a une très belle exposition de Sowers, donc en français Les Semeurs, qui a ouvert le 9 septembre et reste ouverte jusqu'au 5 décembre à Bruxelles, à la Fondation Thalie, avec un finissage aussi, notamment le 4 décembre. On aura une prochaine conférence de la série qui sera annoncée très bientôt, et aussi la conférence avec la diffusion du nouveau film de Cyril Dion le 16 décembre, avec des places à gagner aussi, parce que c'est un événement, on ne peut pas avoir tout le monde, mais donc si vous êtes sur Bruxelles, vous voulez venir, il faut envoyer un mail à animal@fondationtali.org pour gagner des places. Et voilà, ou consultez notre newsletter, suivez-nous sur Instagram, Facebook, Fondation Tali, pour être tenu au courant. Et voilà, donc merci beaucoup à tout le monde qui est resté jusqu'à la fin. Merci à Antoine et à Louise, et je vous À souhaite vous. à tous et à toutes une très belle soirée. Au Merci revoir. beaucoup. Merci. Au Bonne revoir. soirée.